Merci beaucoup, maman, pour la parole. Nous remercions aussi les organisateurs. Je suis de l'organisation La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme. Comme vous savez, La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme, je regarde M. Freddy, nous avons toujours été avec lui dans les combats de l'occupation de la RDC. Je voulais un peu réagir aux interventions. D'abord, le professeur. Il y a, je vois, l'occupation pacifique. Et je ne sais pas si j'ai bien suivi. Cette occupation pacifique est généralement favorisée par les autochtones. C'est le cas, par exemple, de nos frères Tutsis ou Rwandais qui se sont retrouvés Congolais au Congo grâce à l'occupation, disons, par l'intermédiaire de directeur du cabinet du président Mobutu Bisengimana. Je crois que on avait suivi sur les réseaux sociaux lorsque Mwanda se plaignait, quand il a commencé son travail au service de sécurité, il avait reçu un dossier de Mkolo Wapombo qui dénonçait l'infiltration des Rwandais à travers Bisengimani. Et Mkolo Wapombo a eu des problèmes avec Setiale. Donc ils ne s'entendaient pas. Je crois que nous avons voulu que le professeur nous dise un peu l'infiltration pacifique, c'est généralement favorisé par les autochtones. Alors, ma réaction aussi à Freddy, c'est juste compléter ce qu'il a dit. Vous avez cité cette infiltration ou l'occupation, la balkanisation qui est favorisée par des Congolais, donc des autochtones. Vous avez cité Tchombe en premier lieu, vous avez cité Kalonji. Et Mobutu, vous ne l'avez pas cité, parce que Mobutu a pris comme directeur du cabinet Bisengimani, alors que Bisengimani était connu bien comme Rwandais. Il était le président des étudiants rwandais à l'université de Kinshasa à l'époque, INASA. Ils ont même étudié, ils étaient ensemble avec Étienne Tshisekedi. Bisengimani était en polytechnique, Étienne était en droit. Donc Mobutu, parmi des gens qui ont favorisé aussi la balkanisation, vous n'avez pas non plus cité le rôle important joué par Joseph Kabila. Vous savez, lorsqu'on tue un président qui est au pouvoir, les auteurs ou les assassins ne sont pas loin, ce sont plutôt ceux qui les succèdent. Parce que quelqu'un d'ailleurs ne peut pas s'hasarder. Mouzé qui est mort, il s'hasarde de venir prendre le pouvoir parce qu'il ne sait pas comment ça a été fait. Ce sont les gens qui sont dans les coups
qui prennent le pouvoir. L'exemple, le Congo-Brazza, on a tué Marien Ngouabi. Marien Ngouabi, c'est lui qui est passé Yombi. Ils étaient avec le Sassou. Un peu partout en Afrique, ces exemples-là, ces expériences. Mais vous n'avez pas fait allusion à cela. Et aussi, certains accords qui ont été signés avec Joseph, ils ont favorisé aussi la balkanisation. Je vais vous citer les patrouilles mixtes dans la province orientale. À l'époque, la RDC devrait signer des patrouilles mixtes avec l'Ouganda pour permettre que la LRA et les ADF ne puissent plus déranger les deux pays en principe. Mais on a vu ces patrouilles mixtes, c'est plutôt, on a favorisé que l'Ouganda se tranquillise et que la RDC puisse souffrir. Donc, ces accords-là ont fait que la LRA était poussée dans le Congo profond et les ADF que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, les ADF ne tuaient pas les Congolais. Mais c'est à partir de ces accords. Ils avaient un accord signé, Joseph Kabila toujours, et là, les signatures, c'était les chefs militaires qui devraient signer, mais à l'époque de l'Ouganda, le chef d'état-major ougandais a signé, mais chez nous, ce n'était pas le chef d'état-major, c'est plutôt John Numbi, qui n'était pas chef d'état-major qui avait signé. Donc il faut des choses qu'il faut relever, que la jeunesse en fait puisse connaître cela. Et on ne se limite pas là-bas. En mars 2009 plutôt, Joseph Kabila, disons le régime, Joseph Kabila devrait négocier aussi avec l'armée rwandaise pour faire des patrouilles mixtes et chasser le rebelle rwandais aux frontières du Rwanda. Je me rappelle, moi-même, j'ai été victime parce que nous avons été arrêtés avec le feu Tchebeya, parce que nous avons dit que c'est une décision idiote. C'est une décision idiote parce que les patrouilles mixtes, que ça signifie les rebelles rwandais, à l'époque ce sont des Interamouins, les FDLR, ils se trouvaient au Congo et que ces patrouilles mixtes, on devrait les faire dans les territoires congolais, dans les villages congolais. Et nous avons dit, mais comment on peut réfléchir comme ça? L'armée rwandaise qui va chasser le rebelle rwandais dans les territoires congolais, ça signifie que c'est comme un exemple, deux personnes ou des habitants de deux maisons voisines. Il y a deux personnes d'une maison se battent, il y a une qui se cache dans la maison de la voisine. Maintenant, celui qui reçoit celui qui est venu se cacher, demande à l'autre qui est resté là-bas de venir se battre dans sa maison. C'est cette décision-là, les patrouilles mixtes. Donc, ce sont des faits, j'ai voulu que vous puissiez relever. Merci beaucoup. Je m'en vais d'abord remercier les organisateurs de ces assises pour nous avoir invités. Je suis professeur Kwakwa Faustin, secrétaire général de l'ESID, député élu de la circonscription électorale de Féchi, injustement invalidé par la Cour constitutionnelle après avoir siégé pendant 7 mois au Parlement. J'évoque ça à dessein. Voilà.
La question de la balkanisation. Étant décidé, j'aimerais relever le fait que le président Martin Fayulu est revenu plusieurs fois sur cette question de la balkanisation. C'est parmi, même quand on dit les hommes politiques congolais ne parlent pas, on a tendance à mettre tout le monde dans le sac sans toutefois faire ressortir ceux qui ont le mérite et le courage d'en parler. Et lui, c'est parmi le petit groupe, je dirais moi, qui en parle, qui s'est même déplacé à Noël 2019 jusqu'à Beni Butembo et qui a, en juin 2019, organisé une marche en faveur du refus, disons, contre la balkanisation du Congo. Et il y a encore une semaine, une autre marche. Mais tenez bon, toutefois, ou chaque fois que le président Martin a voulu organiser ces marches-là, devant, il y a eu répression, que ce soit à l'époque de Kabila, que ce soit à l'époque de M. Félix. Répression par la police qui ne veut pas entendre. Et je dis que nos intervenants ont soulevé, surtout M. Freddy, l'aspect complicité des autorités congolaises dans cette histoire de la balkanisation du Congo. Nous sommes très d'accord. Et d'ailleurs, dans sa conférence de presse, le président Martin Fayulu, une fois encore, a interpellé l'élite congolaise, a interpellé les journalistes congolais, a interpellé le peuple congolais, la communauté internationale par rapport à cette question. Mais on se rend bien compte qu'il y a une démarche à faire de la part de toutes ces classes, ces différents classes sociales par rapport à la question qui nous incombe ici de la balkanisation. Ce que je voudrais souligner, comme disait Montaigne, le premier trait de la corruption d'une société, c'est la banalisation ou même le bannissement de la vérité. Quand on dit des choses sans toutefois apporter ou mettre l'accent sur ce qui est vrai, en ce moment-là, l'objectif qu'on veut atteindre ne sera jamais atteint. J'adhère à la conférence du professeur Mémé. Je suis docteur en théologie, prêtre catholique, et je pense que, professeur, dans ce que vous avez dit, j'y adhère. Et je vais y ajouter la conception, je pense, de la théologie de la création, et où on établit le lien entre la terre et l'homme. J'ai aimé votre intervention. Et pour retomber du côté des jeunes, c'est surtout au niveau du peuple congolais, un peu porté plus vers le religieux. Cette conférence que vous avez donnée a une très grande importance, surtout quand vous insistez sur le fait que seule la prière n'apportera pas de solution dans notre pays. À la prière, on doit joindre l'engagement. Et si aujourd'hui je me présente devant vous comme politique, après avoir exercé plus de 30 ans de ministère sacerdotal, c'est parce que justement je me suis rendu compte, étudiant à Bruxelles, que seule la prière n'apportera pas de solution. C'est de là où j'ai eu à avoir des livres de Freddy, par Jean et par Mbelou, où je vous ai lu, je suivi vos conférences, que nous devons nous engager. La problématique de la balkanisation, c'est une vérité. Et cette vérité, bien sûr, ne doit pas être traitée avec passion, mais on doit la dire en tant que telle, avec tout le contour caractérisant la vérité sur ces sujets. Ce n'est pas de la passion, parler de la vérité, mais c'est une réalité, une objectivité. Et c'est à partir de ça que nous pouvons commencer à voir et à chercher des solutions. Parce que si à la base la vérité n'y est pas, on ne saura pas trouver des solutions. C'est par rapport à cette vérité que moi je pose la question à Freddy. Quand Freddy dit
il faut faire la différence entre les Tutsis et les Banyamulenge. Je ne comprends pas. Je fais un mémoire en sciences politiques sur l'établissement de frontières en RDC. Il est établi que la tribu appelée Banyamulenge n'existe pas. Et comment on peut alors faire la différence entre les Banyamulenge et les Tutsis? Parce que nous savons que ceux qui se disent Banyamulenge, ce sont les Tutsis venus du Rwanda à un moment donné de l'histoire, qui se sont établis chez nous. Et en tant que tels, du point de vue de la constitution des terres au Congo, c'est chaque portion des terres qui est liée à un certain, je dirais moi, groupement ou une certaine relation de chefs tribaux, de chefs, appelons ça traditionnels, avec ceux qui constituent le peuple de cette tribu-là ou de cette tradition-là. Donc ceux-là, à un moment donné, qui sont venus, ils n'en ont pas. C'est comme ça, maintenant, ils cherchent à avoir un territoire, une terre qu'on leur offre. Et malheureusement, dans cette recherche, il y a la violence qui s'y mêle, il y a les mensonges qui s'y mêlent, et voilà, il faut qu'on en parle. Si on n'en parle pas, on ne trouvera pas de solution. De trois, c'est là où j'en appelle à un sens de vérité quand on traite ces problèmes. Soyons vrais et scientifiques pour que, pas les débats, mais les solutions puissent venir, comme Freddy lui-même l'a souligné, au-delà de nos appartenances, je dirais moi, partisanes politiques, mais en faisant privilégier la chose Congo. Je vous remercie. Et comme Fokolari, nous avons une école sur le leadership de l'unité. Nos intervenants ont souligné un aspect qui m'a beaucoup touché sur le leadership. Moi, parfois, je me demande comment nous tombons dans le même piège depuis que nous existons comme pays. Depuis l'indépendance, l'ennemi, si je peux le dire ainsi, l'ennemi du pays utilise la même formule et il gagne. Et nous sommes toujours dans la résistance, on n'a pas lâché. Mais la formule que l'ennemi utilise, c'est diviser pour régner. Et nous sommes en train de faire l'expérience avec Eco for Leader, où nous sommes avec les présidents de la jeunesse protestante, avec notre ami musulman et les autres, pour apprendre à lutter contre cette épidémie. Il y a Covid, mais l'épidémie de la division est là et elle est toujours présente. Je profite de cette occasion pour nous sensibiliser. Je remercie aussi l'initiative, en tout cas, un grand merci pour cette initiative, parce que ça fait partie de cette sensibilisation que nous devons faire au niveau personnel et ensemble pour voir que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Par rapport à cette question de balkanisation, j'ai relevé aussi, on a passionné le débat jusqu'à ce qu'on a oublié l'essentiel du débat. Est-ce que réellement on peut aussi se poser la question, est-ce que cette balkanisation peut être possible? C'est vrai que les gens disent non par rapport à l'unité des Congolais, parce que on peut dire aussi que c'était les calculs belges. Ils ne savaient pas qu'ils faisaient un bon calcul en prenant un Moulouba pour le mettre au Congo central et un Congo central pour le mettre au Kivu. Alors aujourd'hui, ça ne serait peut-être pas facile de balkaniser la RDC de cette manière-là. Les pays qu'on a réussi à diviser, c'était parce que ces pays maintenaient leur division déjà sociologique. Parce que dans certains pays, vous allez voir, ceux qui sont dans le nord, ils sont dans le nord. Et ceux qui sont dans le sud, c'est comme au Nigeria aujourd'hui. Donc il y a cette difficulté. Ceux qui sont dans le nord, ils sont extrêmement dans le nord. Parfois, ils ne veulent pas se marier avec ceux qui sont dans le sud et vice-versa. Tandis qu'au Congo, cela n'est pas possible. Parce que vous allez voir je ne sais pas moi, un Bouza qui s'est marié à une femme, je ne sais, peut-être de Kalemi ou je ne sais d'où.
alors ça sera très difficile pour diviser un tel peuple parce que les générations ne vont pas accepter cette séparation. Donc soyons toujours unis, maintenons notre unité de cette manière-là, que le problème, que ça soit religieux, parce qu'on a tenté ça au niveau de Centrafrique, on a utilisé, c'était un problème purement politique, mais la religion, je ne sais pas comment ils ont fait pour intervenir aussi la religion, et c'était juste pour une manœuvre pour diviser davantage le peuple, parce qu'on commençait déjà à dire que le PK5 c'est uniquement un quartier des musulmans, alors on commençait à pointer du doigt ceux qui sont venus du Tchad pour les remettre, les chasser, et ça a créé ce qui a créé malheureusement. Mais malheureusement au Congo, ou heureusement au Congo, dans notre pays, ça ne serait pas possible. Merci beaucoup. Merci. Madame professeure, je prenne celui-là. Je voudrais m'excuser parce que j'ai énormément de choses à dire, parce que j'avais conçu mon intervention comme un témoignage. Qu'à cela ne tienne, je vais essayer de me résumer. Monseigneur Mbaya, j'ai servi comme modérateur du Synode national pendant plusieurs années, comme président provincial de l'ECC Kasaï oriental pendant plusieurs années, et au nom de l'Église du Christ au Congo, j'ai été élu président de la communauté des églises et conseils chrétiens pour la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique, fonction que j'ai exercée au siège à Nairobi tout en restant au Congo, ce qui m'a permis de participer aux différents forats au nom de l'Église, toutes ces conférences auxquelles notre ami Freddy a fait allusion, j'y ai pris part, jusqu'à la négociation avec le M23 à Kampala. Et donc j'ai voulu donner le témoignage comme quelqu'un ayant vécu la situation, connaissant les dessous des cartes, mais malheureusement le temps ne le permettra pas. Peut-être à une autre occasion. Je voudrais esquisser 5 points. Le premier, c'est la problématique de la balkanisation. Qu'est-ce qui est dedans? Le prof Mémé l'a bien dit, c'est la question de la terre, et j'ajoute la question de mines. La balkanisation est liée à la question de la terre et des mines au Congo. Ce n'est pas pour rien que le choix des terres, comme Minembwe, comme le Katanga, comme le Sud Kasaï, est la plupart du temps lié aux mines, aux terres qui regorgent des ressources minières. Mais il faut savoir aussi que la problématique de la balkanisation est liée à la révisitation des frontières. Nous avons hérité des frontières de la conférence de Berlin. Pour le Rwanda, ce n'est pas cela qui devait être le cas. Il faut revisiter ces frontières, il faut avoir une nouvelle conférence pour corriger les erreurs de 1885. C'est là le grand débat. Le Rwanda, dans la conception hégémonique de l'actuel président Paul Kagame, le Rwanda a historiquement un territoire qui va jusqu'à 300 km dans le territoire congolais. Et ce qu'on a appelé l'empire Ima-Tutsi, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas la vérité. C'est vrai, c'est une certaine conception qu'il faut corriger. Et j'approuve la réaction du professeur Ndayouel la semaine passée, que c'est plutôt le Congo qui doit chercher de terre au Rwanda. Ce n'est pas l'inverse. La troisième note dans cette problématique, c'est la malice de
faire des accords secrets pour pouvoir tripoter sous la conscience des dirigeants congolais ou les mettre à contribution afin de conquérir une partie des territoires avec le concours de la communauté, la fameuse communauté internationale, afin de régler la question de la démographie au Rwanda, ainsi qu'au Burundi, et même avec le temps moyen en Ouganda. Ce sont les 3 petits pays qui ont une croissance démographique normale, continue, mais qui ont la difficulté d'avoir des terres pour l'agriculture et l'installation de leur population. C'est ainsi que les fameux accords de l'EMERA entrent en ligne de compte. Il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude historique que cet accord existe et que cet accord donne comme pièce clé 300 km de terre de territoire congolais à Paul Kagame et au Rwanda. Mais c'est comme une épée que le Rwanda agite toujours. Pourquoi ont-ils tué Laurent Désiré Kabila? C'est parce qu'à un moment donné, ils ont remarqué qu'il prenait de la distance de la liberté et qu'il ne permettait plus que ces accords soient, si vous voulez, exécutés. Je voudrais faire un bond en avant pour dire, quand on discute Minembwe aujourd'hui, il ne faut pas faire de la passion, je suis d'accord avec Freddy, mais en même temps, il faut être très regardant. Il y a un fait curieux, c'est que Minembwe, par rapport à la frontière avec le Rwanda, c'est environ 400 km. Et si vous regardez la conception stratégique du Rwanda de 300 km, on n'est pas loin du compte. En d'autres termes, Minembwe serait le point déclencheur de ce processus. Ou en d'autres termes, c'est à Minembwe qu'on pose le premier poteau et que probablement de là, on pourra commencer le travail. Et c'est un travail de longue haleine, un travail stratégique qui s'exécute dans la durée pour pouvoir reconquérir ce qu'on peut prendre par rapport à ce plan initial de longue date. C'est cela le problème. Problème de terre, problème de mine. Mon deuxième point, ce sont les tentatives d'exécution de ce plan. J'apprécie ce que M. Freddy Mulumba a fait aujourd'hui. Je l'ai écouté cette semaine ailleurs. Il le fait très bien et je crois qu'il est en train de se spécialiser dans cette question. 1960, on a tenté avec le Katanga et le Sud Kasaï. 1996, avec l'AFDEL, les Congolais de souche, comme Laurent Désiré Kabila, voulaient la libération politique. Tandis que ceux qui étaient derrière, qui étaient branchés sur l'opinion rwandaise, eux, ils voulaient avoir les terres, profitant de la faiblesse en ce moment-là. 1998, le RCD vient comme une version corrigée pour passer à la vitesse supérieure. En 2012, le M23 vient pour exiger, et j'étais dans ces négociations, j'ai même initié pendant qu'on était là, j'étais avec Cheikh Abdallah Mangala, des musulmans, j'ai même initié les cultes chaque matin avec tous ces politiciens. Donc, comme Cheikh Mangala ne prêchait pas, je prêchais tous les jours à Kampala pour pouvoir sensibiliser les conférenciers, les participants, bien sûr sous la direction du ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense de l'Ouganda et de Raymond Chibanda, notre ministre des Affaires étrangères. En 2020,
on a Minembwe. Ce n'est pas un fait anodin. Il faut donc regarder à cette situation avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de stratégie. Troisième point, les actions et les attitudes. Freddy Mulumba a bien dit, il y a changement de stratégie. Et c'est une vérité. Quand on voit que les Congolais sont agités, quand on voit que les universités, la société civile et même les églises parlent, on utilise d'autres canaux, notamment la diplomatie et même des projets qui peuvent apparaître anodins, peuvent être utilisés pour pouvoir conquérir du terrain. Je prends l'exemple de ce que M. Mulumba a dit, mais qu'il n'a pas baptisé correctement, le projet que l'abbé Malumalu dirigeait à l'Est, qu'on appelle Starek. Ce projet était censé faire une espèce de plan Marshall. Nous l'avons décidé à Goma, à la conférence de Goma. Une espèce de plan Marshall pour les provinces de l'Est. Et les financements ont formé une corbeille internationale où les États-Unis, la Banque mondiale et tous ceux qui sont des financiers internationaux allaient mettre des fonds pour permettre non seulement aux provinces congolaises de l'Est, mais aussi à la région, c'est-à-dire au Rwanda, au Burundi, les routes transversales, mais également des projets d'intégration régionale, de pouvoir créer un climat qui permette au peuple de ne pas se faire la guerre. Parce qu'on a trouvé que parmi les causes qui favorisent les groupes armés et les guerres dans la région, se trouve la pauvreté. Hein, vous savez qu'il est connu aujourd'hui qu'au Congo, surtout à l'est du Congo, si vous avez 10 000 $, vous pouvez organiser avec succès votre groupe armé et couper une route vers la mine et vous servir à satiété. Alors, il faut jouer dans ce sens. Mais ce projet-là peut aussi avoir une main noire, c'est-à-dire favoriser une situation de cloisonnement et qui à la longue aboutit par ce qu'il a appelé une balkanisation économique. La réalité est aussi connue. Beaucoup de ceux qui habitent dans les villes frontalières du Congo à l'Est ont un compte en banque à Kamembe, à Gisenyi et même les boîtes postales au Rwanda. Le Rwanda a agrandi l'aéroport de Kamembe pour pouvoir saboter, si vous voulez, l'aviation congolaise. Parce que tous ceux qui sont à Bukavu, à Goma, ils traversent dans quelques minutes, ils sont à l'aéroport de Kamembe et de là, ils peuvent aller partout. Ce n'est pas un aéroport pour le Rwanda, mais c'est plutôt pour pouvoir saboter ou pour pouvoir prendre un pan de l'économie congolaise. C'est la même chose. Si vous prenez à Rutshuru, il y a un ancien député qui a fait une expérience merveilleuse. Il va prendre les fonds à crédit dans une banque rwandaise avec pour condition cultiver sur le sol congolais et vendre toute la production à la banque rwandaise. Ça veut dire en d'autres termes, je parle des choses palpées, en d'autres termes, on utilise la terre qui est au Congo avec des fonds rwandais, mais la production, au lieu de desservir le Congo, est plutôt au Rwanda. Et à la fin, la même production est transformée et vendue le matin suivant dans le commerce transfrontalier à la petite barrière ou à la grande porte à Goma. Donc, il y a plusieurs, je suis d'accord avec lui qu'il y a plusieurs formes de balkanisation, notamment cette balkanisation stratégique
économique. Une autre action qui est à mon avis capitale, c'est la sensibilité et la sensibilisation. On est en train de toucher à la fibre émotionnelle de citoyens congolais qui sont à l'Est, en leur montrant que Kinshasa est loin. Kinshasa est dans la distraction et dans la jouissance de toutes les ressources de l'ensemble du pays, et que le Rwanda est efficace, l'Ouganda est efficace. Il a évoqué le projet qui est en cours de téléchargement des routes. Je me souviens que pendant que nous étions à Kampala, nous sommes allés jusqu'à Bunagana, donc à Djomba, dans Rutshuru, pour rencontrer le chef de M23. Parce que lui, il ne venait pas aux négociations. Donc c'était nous, les religieux, qui étions chargés d'aller faire la négociation. Les routes étaient terribles. Et je me souviens aussi que lorsque Nkunda était à Djomba, nous sommes allés avec le petit porteur de la MONUC. Et quand on est arrivé, Nkunda a refusé de recevoir la représentante de la MONUC, nous a reçus nous. Et pendant qu'on était là, l'avion est reparti parce que la représentante de la MONUC était fâchée. Et il nous a abandonnés entre les mains d'Nkunda. Alors, comme j'étais le chef de la délégation en tant que président de l'organisation sous-régionale, on est rentré. Quand on est venu à l'aéroport, qui était dans une course scolaire, on a trouvé que l'avion était parti et que ce matin-là, la route partiellement asphaltée pour retourner à Goma, il y a eu des tueries. Et donc, il était impossible d'aller par route et on n'avait pas de véhicule. Je suis rentré vers Nkunda, je lui ai demandé de nous donner le véhicule pour aller à la frontière ougandaise. Et il nous a donné un minibus terrible. On est allé jusqu'à la frontière et on a traversé par l'Ouganda. On a pris tout de suite le coin du Rwanda. Et la même nuit, on est rentré jusqu'à Goma. On est arrivé à 2 h du matin. Alors, cette sensibilisation, on l'a senti systématiquement. Que ce soit Nkunda, que ce soit Makenga, que ce soit tous ces dirigeants, on l'a senti systématiquement. Et même, nous avons eu la grâce, la chance, je ne sais pas, de rencontrer tous ces chefs d'État. Kagame à 2 reprises, Museveni à 3 reprises et Joseph Kabila plusieurs fois. C'est vrai qu'on ne peut pas tout dire, mais on a trouvé que la considération de Museveni et de Kagame par rapport, le discours qu'ils tiennent par rapport à l'État du Congo, à la capacité des Congolais de gouverner et de gérer leur pays, est le même discours que tiennent tous leurs lieutenants qui montent des groupes armés. Museveni dira par exemple que le leadership congolais ne comprend rien. Le président Kabila, partout où on l'attend, où c'est nécessaire, il n'est pas là. Il est ailleurs. Et même plus loin, Sarah Bilete, la femme qui s'occupait du mécanisme d'Addis Abeba, en Ouganda, elle a dit que le Congo est un pays le plus inconscient du monde. Et ça, elle parlait à nous. Hein. Nous n'étions pas... J'étais avec Monseigneur Kouye du côté congolais, mais on avait Ntauturi, on avait Nzeimana, qui sont les évêques burundais. Alors pourquoi cela? Pour elle, Sarah Bilete, on a signé les accords de Nkorondoto.
On devait passer à l'étape, à la vitesse supérieure pour exploiter le pétrole. Mais quand on tient c'est Mboussa Nyamwisi qui était ministre des Affaires étrangères à ce moment-là. Quand on tient les réunions pour passer à l'exécution, le Congo est absent. Et moi, je peux l'attester parce que je me souviens que nous étions dans une conférence organisée par l'ECC à Bukavu et nous avons rappelé à Mboussa Nyamwisi que la réunion devait se tenir ce jour-là. Et il a appelé son cabinet pour envoyer un émissaire. Simplement pour dire que c'est ce discours-là que l'on tient, non seulement pour démotiver ou pour décourager les populations congolaises de villes et de régions frontalières, mais également c'est ce discours-là qui est tenu par ces différentes personnes dans les forats internationaux. Je veux prendre un exemple. Nous sommes à Nairobi. On négocie, le gouvernement congolais et Nkunda négocient sous la supervision de Benjamin Kappa et de Obasanjo. Alors, Obasanjo m'appelle pour me dire, My Lord Bishop, can you tell to Nkunda how people can negotiate in the morning one thing and start a new theme or a new topic in the evening? Comment est-ce qu'on peut négocier quelque chose le matin et puis le soir, on a un nouveau sujet tout à fait nouveau? On ne peut pas progresser. Et lui de dire, je comprends que le problème, c'est le leadership congolais. Ces gens-là n'ont pratiquement aucune puissance qui puisse agenouiller le Congo. Si c'était moi, Obasanjo, I could send fire on these people the same day and we close the chapter. Si c'était moi, Obasanjo, pour ces jeunes gens, ces petits groupes-là, j'aurais dû envoyer le feu le même jour et le chapitre serait clos. Et donc, on joue avec la communauté internationale, mais on tire aussi les ficelles chez nous. Et tous ces politiciens qui vont négocier là-bas, qu'est-ce qu'on leur dit? Vous n'avez rien à attendre, rien à espérer. Nous avons tout, nous vous donnons tout. Et donc, saboter le plan de développement du Congo, saboter tout ce que l'on vous dit là, parce qu'il n'y a rien à espérer. Alors, mon quatrième point, c'est l'implication de l'Église du Christ au Congo et de l'Église en général. Nous avons, au nom de l'Église, participé à ces différents forats, que ce soit Nairobi 1, Nairobi 2, que ce soit Lusaka, Gaborone, toutes ces différentes conférences, on y a pris part au nom de l'Église et nous pensons avoir compris des choses et je pense que nous avons un rôle à jouer, un grand rôle à jouer en tant qu'Église. Nous pensons aussi avoir fait de rencontres avec des acteurs clés de la situation. Donc, j'ai évoqué ici notre visite auprès de dirigeants. Je me souviens quand nous sommes allés rencontrer Kagame pour la deuxième fois, j'ai dit à la délégation, si moi je ne défie pas Paul Kagame, je ne parlerai pas ou je vais m'absenter. Parce que j'avais compris que notre délégation était en carence de courage pour l'affronter. Alors j'ai dit, pourquoi est-ce que je quitte Mbujimaï là-bas, je traverse tout ça,
avec tout le risque, mais on va là-bas, on ne lui dit rien. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Ça, c'est Karamaga, le Rwandais qui était à la CETA, à ce moment-là, qui est venu expressément avec nous. Alors il dit, Monseigneur, qu'est-ce que vous allez dire à Kagame? J'ai dit, bon, écoutez ma préoccupation. Je vais dire à Kagame ceci. Nous avons vécu une période de dictateur. Mobutu, Habyarimana, et quelqu'un d'Adaï ou quelqu'un d'autre au Burundi. Mais ces gens, ils ont créé une intégration régionale. On a eu la BDGL, la CPGL. Le Zaïre a construit des routes qui traversent le Zaïre. La route qui va de Kamembe jusqu'à Kigali, c'est avec le fond du Zaïre. La route qui va au Burundi, qu'on emprunte pour aller à Uvira, pour éviter les escarpements de Ngom, c'est une route construite avec les fonds du Zaïre. Les gens se fréquentaient, les gens n'avaient pas de guerre à chaque saison. Maintenant, on a la génération des dirigeants éclairés, démocrates et tout ça. Qu'est-ce qui fait que la région devient la plus dangereuse après la Corne de l'Afrique? Qu'est-ce qui fait que l'instabilité a élu domicile chez nous et qu'il n'y a plus de développement? Au contraire, c'est la destruction de ce qui est privé et de ce qui est public. Alors, ma question à lui sera, c'est ce que je disais à mes collègues, sera quel legacy, quel héritage Paul Kagame et ses confrères Museveni et Kabila allaient laisser à la région. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, lui, il est cité par tous ceux qui font la guerre au Congo comme étant le patriarche des Batutsi. Qu'est-ce qu'il peut faire pour retirer ces champs afin de donner la paix et la paix véritable au Congo? Ils ont dit, ah, là vous allez créer un incident diplomatique et tout ça. Alors je leur dis, si je ne parle pas, si je ne peux pas dire ça, je ne parlerai pas. Donc je vais vous donner la parole comme chef de la délégation, mais moi-même je ne vais pas parler. Alors, on a dormi. Le matin, très tôt le matin, Karamaga m'appelle. Monseigneur, vous tenez toujours à ça. Parce que je leur racontais souvent mes rêves. Quand on allait rencontrer les gens, je leur disais, quand on va arriver chez Nkunda, on n'arrivera pas à la porte rouge, on trouvera autant de militaires. Quand on va... Je leur racontais toujours ce qui allait se passer demain. Alors ils disaient, vous n'avez pas rêvé comme... Comment ça sera chez Kagame? J'ai dit, ce sera très bien, vous verrez que moi je vais parler. Quand on est arrivé, d'entrée de jeu, Kagame dit, My bishops, I'm open. Je suis ouvert à vous. Si vous n'avez pas encore, il parle toujours en anglais, si vous n'avez pas encore fini vos études sur ma responsabilité dans la situation de cette région, je vous autorise de rentrer et vous allez demander, je vous donnerai rendez-vous à un autre moment. Mais j'aimerais que vous puissiez me parler ouvertement et me dire qu'est-ce que moi j'ai fait comme responsabilité et qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Alors tout le monde me regarde. Alors j'ai compris que tout le monde accepte. Alors je lui ai parlé. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il envisageait laisser après lui. Et Kagame a dit, ce jour-là, et j'ai rapporté à l'ONU, quand nous sommes allés à l'ONU pour la situation de M23, Kagame a dit qu'il ne connaît personne, ni Kunda, ni Mutebusi, ni Makenga, ni ceci, ni cela. Ces gens-là, ce sont des jeunes gens que je ne connais pas. Et
quand on a quitté Kigali, après sa réponse, il a nié totalement la responsabilité. Parce que je lui ai dit, tous les Tutsis se réfèrent à vous, ils comprennent que c'est vous le parrain, c'est vous l'autorité morale pour la conquête du territoire et de l'hégémonie Tutsi dans la région. Quand on a quitté, 2 semaines après, on me réveille très tôt le matin, Kunda a été défait et il a été repris au Rwanda. Et j'ai posé la question à Jean de Massen, qui était plus proche collaborateur de Kagame. Maintenant que le roi, c'est comme ça que nous l'appelions, le roi a rappelé Nkunda et refuse de l'extrader sur demande de l'État congolais. Est-ce qu'il le connaissait? Parce que quand il a dit qu'il ne le connaissait pas, nous étions ensemble. Il a dit, non, Monseigneur ne suivait pas ça. Et donc, il y a beaucoup de mensonges. Et notre rôle, c'est de pouvoir aider à rétablir la vérité. Et la dernière implication, c'est d'émettre des avis. Il ne faut pas laisser les situations passer. Il n'est pas nécessaire de crier ses avis, mais il ne faut pas laisser des situations passer. Je suis fier parce que, en tant qu'Église du Christ au Congo, nous avions adopté comme principe diplomatique de parler aux concernés, de leur dire toute la vérité, sans nécessairement en faire la publicité. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait sur toutes les questions. On approche les concernés, on leur dit, voici la situation, voici notre opinion, voici la position de l'Église du Christ au Congo. Pour conserver leur dignité, mais aussi pour ne pas entrer en polémique. Mais en ne faisant pas de publicité, les gens pensent qu'on ne fait rien. Ce n'est pas vrai. Et donc, on a contribué comme on pouvait. Nous pensons, en dernier lieu, c'est le 5e point, que les perspectives sont bonnes, mais ça nous exige 3 défis majeurs. Le premier défi pour la nation congolaise, c'est de réformer et de construire l'armée. Je pèse bien les mots. Réformer l'armée existante, parce qu'on ne peut pas partir du scratch, mais il faut construire une armée. On parle aujourd'hui de la montée en puissance, on parle des effectifs et tout cela, mais de quels effectifs on parle? C'est ce mélange-là dangereux. Et donc, il faut réformer cette armée, congédier ceux qui peuvent être congédiés. Mobutu l'a fait une fois, en mettant en retraite prématurée beaucoup de dirigeants de l'armée. C'est vrai qu'on a critiqué, il y avait des motifs tribalistes, ainsi de suite, mais à un moment donné, il faut rajeunir, réformer l'armée, et il faut construire une armée forte, équipée, capable de frapper. Une anecdote. À la conférence de Goma, lorsqu'on a terminé, c'était le 23 janvier. Nous étions à l'hôtel Youssi, tous les conseillers de Joseph Kabila. Je me souviens encore de Tchishambo, qui était conseiller principal politique à ce moment-là. Ils étaient là, contents, parce que les jeunes gens de groupes armés ont signé les engagements et tout ça. Moi, j'étais assis triste. Alors, Tchishambo, qui blague beaucoup, il me dit, Mbaya, pourquoi tu es triste les jours de la joie? J'ai dit, je suis triste et j'ai une opinion. Mais quelle est votre opinion? J'ai dit, aujourd'hui, 23 janvier, ça fait 7 ans, jour pour jour, que Joseph Kabila est président de la République. On ne devait pas être là assis à regarder ces jeunes gens qui sont venus sans souliers, très abîmés et tout cela, et qui font trembler la République. Alors que la formation d'un commando capable de dérouter ces groupes aramunites, ça ne prend que 45 jours en Israël. Je sais de quoi je parle, c'est là que je fais des études. Et donc,
Est-ce que c'est une question de volonté? Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question de stratégie? Je crois qu'ils m'ont donné raison ce soir-là, mais dans la suite, je n'ai pas vu qu'ils avaient compris qu'il faut réformer et construire l'armée. Deuxième défi, c'est renforcer et valoriser l'éducation à la nouvelle citoyenneté. Les Congolais doivent être conscientisés et formés pour pouvoir être des citoyens en puissance, hein, comme Freddy Moulumba aime le dire. J'étais à Lodja avec le ministre d'alors, Lambert Mende. Nous étions allés pour le sacre d'un évêque de l'SCC. Il est venu comme leader du coin. Je lui ai dit que de toutes les initiatives de Joseph Kabila, le ministère chargé de l'éducation à la nouvelle citoyenneté était la meilleure création. Parce que les États-Unis sont comme la Chine, des puissances reposant sur leur démographie et sur la conscience de leurs citoyens. Vous entrez dans une maison, dans une chambre d'enfants aux États-Unis, vous trouvez le drapeau, vous trouvez la charte, la Constitution sur le mur. Et ils sont d'abord américains, qu'ils soient pakistanais, arabes, indiens ou congolais d'origine, ils sont d'abord américains avant d'être autre chose. C'est ce que Mao Tse-tung a fait dans la révolution culturelle de la Chine. Fermer les frontières, éduquer les citoyens, mettez-les au travail de champ, qu'ils meurent, qu'ils mangent leurs propres enfants, mais au bout de 3 mois, au bout d'un temps, ce sera le renversement de la situation. Le troisième défi, enfin, c'est formater la conscience historique de la jeunesse et de l'ensemble de la population dans la consolidation de l'unité. Consolider l'unité en passant par la jeunesse pour qu'elle soit à mesure de passer le flambeau à sa propre progéniture et conscientiser toute la population pour consolider l'unité nationale. Je m'excuse d'avoir été long. Je vous remercie. J'ai eu quand même quelques questions. Mais je compte peut-être, pour mieux répondre, voir un peu la géopolitique. Parce que j'ai l'impression qu'à Kinshasa, on passe moins de temps à comprendre comment le monde évolue. Après 5 siècles de domination occidentale, le monde vient de basculer. Le compteur est à 0. Il y a un nouveau monde qui est en train de se créer pour le XXe siècle. Dans ce nouveau monde, vous avez des systèmes capitalistes qui s'affrontent. Les capitalismes d'État et les capitalismes, je dirais un peu, des entreprises privées. État, c'est la Chine. Privé, c'est l'Amérique ou bien l'Occident. Deuxième élément, il y a l'affrontement au niveau des valeurs. La Chine commence à contester les valeurs libérales occidentales. Elle propose même, dans la nouvelle architecture internationale, qu'on tienne compte de ces valeurs. L'Amérique n'en veut pas. L'Amérique tient à tout prix de garder ces valeurs. Ça, c'est le deuxième affrontement. Le troisième affrontement, c'est au niveau technologique. Aujourd'hui, selon beaucoup de chercheurs, la Chine est tellement en avance sur le plan technologique avec le 5G. L'Amérique est en retard.
Ce qui complique la situation est que la Chine détient les minéraux ou bien les très rares qui sont beaucoup plus demandés dans la révolution numérique couplée de la transition énergétique. C'est là où nous intervenons en tant que Congo. Parce qu'ici, chaque fois, nos politiciens se battent pour des petits postes pour manger, acheter une voiture, et puis quand ils sont dans des fêtes, ils mettent leurs mains en l'air, ils oublient l'essentiel. Actuellement, nous sommes au cœur des enjeux géopolitiques. C'est un élément important. Voilà pourquoi ces histoires de Balunulenge, Tutsi, Bahutu, il faut très bien l'analyser, sans parti pris. Il faut savoir identifier les véritables tireurs de ficelle. Nous sommes au cœur des enjeux. Pourquoi? Parce que nous détenons les clés de puissance du XXe siècle. Nous avons le cobalt, les terres rares et le lithium qui sont à l'Est. Et les Américains ne veulent pas que les Chinois mettent la main dessus. Mais là où les choses se compliquent, c'est les gens qui ont fait la guerre de l'AFDEL, qui étaient avec Bill Clinton, ce qu'on appelle les globalistes mondialistes. Ils sont à Kigali. Et de l'autre côté, chez nous, pour le moment, nous sommes en bon terme avec l'Amérique de Trump, qui est souverainiste. Maintenant, la question pour nous, élites congolaises, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces mutations géopolitiques pour qu'on parvienne à tracer nos propres voies et à défendre nos propres intérêts? Mais l'élite congolaise, je m'excuse d'être très dur, est médiocre. Une élite qui n'a aucune ambition, aucune vision de grandeur. Le pays est trop grand pour cette élite. De façon que si le Congo est faible, il n'y aura jamais la stabilité dans l'Afrique centrale. Le Congo, c'est une puissance. Il a tous les attributs de puissance. Mais ce qui lui manque, c'est un leadership. Donc il faut vite réconcilier le leadership qui va permettre à ce qu'on stabilise le Congo et qu'on stabilise l'Afrique centrale avec ces nouvelles mutations, parce que je sais que les Américains ont fait les choses sur le Congo actuellement. Il y a un chercheur américain, Gérard Prigné, qui a publié un article en 2016 chez Atlantic Council, c'est un think tank américain proche des milieux, c'est-à-dire d'État américain, donc c'est un ancien secrétaire d'État qui compose un peu cette think tank. Il a publié cet article. Pourquoi le Congo est important? Il dit que le Congo pèse 24 000 milliards et il a tous les minéraux. Donc il faut que les Américains s'en occupent. Et quand vous venez à Kinshasa, vous avez des élites qui cherchent 30%, 10%. Vous voulez quoi? Donc, notre problème, c'est construire un leadership fort, solide. Derrière ce leadership, il faut quand même qu'il y ait des instituts de recherche. Parce que tout ce que nous pouvons faire pour être fort, c'est maîtriser, savoir des chercheurs de qualité, des centres de recherche, des universités. Mais chez nous, il y a un vide. Je vois un peu des discussions entre les professeurs, mais il y a un problème. Il faut qu'on se fasse quand même l'autocritique. Si Kagame est fort, c'est parce qu'à Kinshasa, il y a un vide. Quand on dit vide, c'est parce qu'il y a un individu, non. Au niveau collectif, on ne voit pas les gens émerger. Donc, il faudrait qu'on s'y mette, qu'on y travaille, parce que le leadership, c'est une construction et aussi une volonté. La chance que nous avons cette fois-ci est que l'Occident est fini. Et beaucoup de chercheurs américains, tout comme européens, écrivent. Mais quand vous venez à Kinshasa, vous avez encore des gens qui croient encore à la Belgique. J'ai jamais vu. Vous avez une élite aliénée. Moi, j'ai fait mes études en Belgique. Quand je vois ces gens pensent que la Belgique c'est une puissance, on ne comprend rien. Donc, il faudrait au niveau politique, au niveau intellectuel, au niveau religieux, qu'il y ait des hommes et des femmes solides pour que le Congo reprenne sa place. Je pense que l'environnement international aujourd'hui nous aide à nous en sortir. C'est comme ça que la question du Banyamulenge, Tutsi ou tout ça, ça sera résolu quand on aura un pouvoir fort à Kinshasa. Et tant qu'on est faible,
Kagame et Museveni vont jouer avec nous comme ils veulent. La question sur Bisengiman et autres, je pense qu'il y a un problème. Le 19 janvier 2008, nous, on était dans une conférence avec les Moba et les autres. C'était le soir. Le matin, on a entendu que la guerre entre le Rwanda et entre le Congo et le Rwanda était finie. Ça ne venait pas de Rwandais ou bien de Congolais. On a pensé, comme Obama entre au pouvoir, il faudrait mettre fin à cette histoire, donner l'impression que tout marche bien. C'est ce qui s'est passé. Kamera a démissionné. Donc c'est pour vous dire que ce qui nous arrive ici, il faut voir l'extérieur, être attentif. Nous sommes tellement distraits, on est dans des questions secondaires. Aujourd'hui, il y a le conflit, il y a Trump et Biden qui vont s'affronter. Si demain, Trump perd, Biden gagne, qu'est-ce qui va se passer pour nous? On n'y réfléchit même pas. On vit comme tout c'est normal. Biden est du côté des mondialistes, globalistes, les amis de Kagame et Museveni. Mettez-vous en tête, s'il passe, nous allons passer des moments difficiles. Donc, des fois, il faut nous préparer à ça. Ça demande des gens qui doivent réfléchir, produire la pensée. Nous faisons quoi? Que de pleurer chaque jour que Kagame nous attaque? Non. Nous devons nous préparer. Mais la pensée géostratégique manque à Kinshasa. Donc, il faut en créer. L'autre élément pour terminer la RTNC, je peux vous assurer qu'il y a des choses difficiles à expliquer ici. Je suis à la RTNC. Avant que je sois à la RTNC, j'étais à Châtelet-7 potentiel. Je suis parti de là. J'étais chez les privés. Je suis parti du potentiel Télé-7 à cause de l'organisation. Et on a fait pression sur Modeste Mutinga pour me faire partir. Les jours où ils m'ont vu à la RTNC, les mêmes là, ils étaient tous malades. On passe des moments difficiles, mais en politique, il ne faut pas beaucoup parler. Il faut agir. J'ai monté des stratégies de faire ailleurs pour laisser l'affrontement. Nos amis occidentaux qui sont ici, avec les ONG, abandonner la main tendue. Ce qui nous tue. On vous donne l'argent, on vous manipule et puis on vous oriente. La presse qu'on a ici, financée par les ONG, ces ONG, c'est qui? C'est Soros. Soros a aussi ça ici. Tous les intellectuels, pas tous, certains, les journalistes, mangent là-bas. Mais qui vont critiquer demain Soros? Il est très puissant. Donc il faut, comment dirais-je, retirer la main tendue. Mais chercher une autonomie financière. Parce que sans autonomie financière, on n'a pas d'autonomie intellectuelle. Voilà pourquoi il faut s'organiser. Moi, je vois les femmes qui font des tontines là, ma bonne. Mais les intellectuels congolais sont incapables de s'organiser pour faire de ma bonne. Incapables. Donc, tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'on n'a pas, nous ne sommes pas organisés à nous autofinancer, on ne s'en sortira pas. Dans le cas de l'Église maintenant, il faut que l'Église prenne une position claire. Vous voulez faire quelque chose, vous demandez les mabonza à la population ou bien aux croyants. Qu'on contribue. Il ne faut pas attendre qu'on vous amène l'argent de telle ONG, telle ambassade, et quand on vous donne l'argent, on vous oriente. Donc nous devons changer de stratégie. Les pays sont trop riches. Les étrangers viennent ici, s'enrichissent, nous sommes pauvres, mais nous pleurons. Changeons la manière de voir les choses, changeons le monde. Donc, je pense que pour la première fois de l'histoire, nous avons la chance de nous en sortir à condition qu'on ait un leadership solide, consciente, mais aussi patriotique. Parce que nous avons beaucoup de gens, dès qu'il est devant les Muzungu Anassem, même si professeur, il est à genoux. Donc il y a un professeur Kaman qui travaille sur la mentalité, il parle encore de quoi ici, la science africaine. Il faut réinventer l'imaginaire. Comment il fait ça comme travail? Donc il faut que ces gens, ces enfants ici, il faut réinventer leur imaginaire, leur donner notre histoire et notre philosophie.
Mais jusqu'à présent, vous connaissez les autres, on ne connaît pas. Donc la balle est dans notre camp. Moi, je ne pleure plus. Nous devons apprendre à nous battre. La vie est faite ainsi. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des questions auxquelles je dois répondre, mais peut-être deux précisions. Oui, on a évoqué la théorie de l'infiltration, n'est-ce pas? Je confirme, c'est une théorie qui existe et qui est pratiquée par plusieurs peuples. D'ailleurs, je peux lier votre intérêt à l'élément que Monseigneur Mbaye a apporté ici en disant qu'il ne faut pas banaliser l'affaire Minembwe parce que ça peut être un marqueur. Pourquoi je lis les deux préoccupations? J'étais en Israël au mois de juillet l'année passée. J'ai discuté avec un juif. Il m'a fait remarquer que, professeur, est-ce que vous vous êtes une fois posé la question pourquoi dans la Bible Abraham achète une propriété de terre à Hébron, nous sommes là au sud. Jacob achète une propriété à Sichem, nous sommes là au nord. Et David achète une propriété à Jérusalem, nous sommes au centre. Donc pratiquement, on voit tous les territoires du nord au sud, ils marquent des points de repère et c'est facile à relier, à dire voilà, toute cette terre nous appartient, parce que nous avons d'abord acquis le titre de propriété par achat, par négociation pacifique. Et relier tous ces pôles-là devient une affaire facile. Donc, en fait, j'ai évoqué ça pour que nous, Congolais, nous soyons attentifs à ça. Nous ne dormions pas lorsqu'il faut vendre nos terres aux étrangers, surtout dans des zones frontalières, n'est-ce pas? Ça peut être une politique mûrie de l'autre côté, et sans que les autochtones le sachent. Et c'est aux Congolais d'en prendre conscience. C'est aux Congolais d'en prendre conscience. C'est un élément très très important. La deuxième réaction, je crois que c'est la dernière même, c'est la théologie de la libération du pays, des occupants et des collabos. Je suis tout à fait d'accord avec la théologie de la libération, mais je n'ai pas voulu surtout utiliser ce mot théologie de la libération pour plusieurs raisons. Vous savez, nous avons étudié, nous avons fait des études théologiques vers les années 80, à l'époque où la théologie de libération avait vent en poupe, n'est-ce pas? Donc nous avions lu dévoré tous ces livres de Gutiérrez, de Bello, tous ces gens-là, c'était vraiment nos amis de lecture. Mais une chose est vraie, d'ailleurs je l'ai dit, je suis fier d'avoir Monseigneur Mbaye dans la salle parce que, en fait, je l'ai toujours dit sans gêne, quand j'ai commencé mes recherches doctorales, Monseigneur Mbaye était mon encadreur. Je me rappelle, une fois nous étions dans sa voiture, on discutait sur la perspective de ma thèse, et c'est dans sa voiture que finalement j'ai pris l'option de réfléchir sur la théologie de la terre. Au fait, je réagissais justement contre la théologie de la libération, parce que la théologie de la libération utilisait le paradigme de l'exode de l'Égypte pour la conquête de la terre de Canaan. Moïse libérateur, tout ça, exode, esclavage, tout ça. Mais je dis, mais non, nous ne sommes pas en Égypte. Nous sommes en Canaan. Nous sommes sur notre terre. Nous n'avons pas à nous libérer de l'Égypte pour aller en Canaan. Nous sommes en Canaan. Donc nous devons plutôt développer la théologie de la terre qui met l'accent sur le leadership, sur la bonne gouvernance, sur la gestion de notre terre. C'est pourquoi je n'ai pas voulu utiliser le paradigme de la libération qui généralement s'appuie sur le modèle de la libération de l'esclavage de l'Égypte pour la conquête des terres. Mais nous sommes en Canaan. Je considère la RDC comme notre Canaan, comme notre jardin d'Éden. Mais alors le problème c'est comment le gérer. Et tout le monde a parlé de leadership. D'ailleurs, M. Mbaye a même chuté en épinglant. Bon, j'ai retenu deux défis auxquels je souscris. Réformer et construire l'armée. Parce qu'on peut avoir un pays comme la RDC sans une armée puissante. C'est incroyable.
C'est incroyable. Ce n'est pas possible. Mais on va se rendre compte que comment réformer l'armée, comment construire une armée avec des collabos, avec des infiltrés. Et c'est là toute la problématique. Oui, c'est là toute la problématique. Donc, je fais taire volontairement la théologie de la libération, mais je crois que dans la théologie de la terre, la théologie de la libération trouve son compte. Voilà, donc je crois que ce sont les deux observations que je voulais faire par rapport au débat, mais sinon, tout le reste, je suis tout à fait d'accord avec tous ceux qui ont contribué par leurs interventions. Congo na biso Congo, 47 ans ya libanda.